À l'issue de ce communiqué final, les différentes délégations ont regagné l'aéroport de Yamoussoukro pour rejoindre leurs pays respectifs. Ce village, situé à moins de 50 km de la frontière entre le Mali et le Burkina, est comme les 7000 autres villages burkinabés, paisible avec ses habitants. Ici, le souci quotidien est de vaincre la soif et le sous-développement. Maliens et Burkinabés vivent les mêmes conditions de vie et la nature dans cette zone leur impose de mener le même combat contre la sécheresse et ses conséquences. Les 90% des populations des deux pays vivent donc comme dans ce village, simplement dans la solidarité et la fraternité. Après les récoltes relativement bonnes de cette année, chacun ici rêvait de vivre en paix, assuré que les greniers ne seraient pas vides durant la longue saison sèche. À Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, on ne s'attendait pas à un tel débordement de la part des autorités maliennes, tant le Burkina avait misé au départ sur une solution de concertation entre les deux pays. Quelques semaines après son avènement au pouvoir, le capitaine Thomas Sankara, interrogé sur le conflit frontalier de 1974 avec le Mali, déclare: Je ne connais pas de conflit entre le peuple voltaïque et le peuple malien. Je crois savoir au contraire que le peuple voltaïque et le peuple malien cherchent à se former militairement, politiquement, pour combattre les mêmes ennemis que vous connaissez. Je crois savoir que tant que au Mali comme en Volta nous écouterons nos peuples, jamais au grand jamais nous parlerons de conflit. En clair, rien n'oppose ces deux peuples, et la Haute-Volta, aujourd'hui le Burkina, semble l'avoir compris. Parlant du veto de son pays à l'entrée du Mali au sein de l'Union monétaire ouest-africaine, UMOA, le président Sankara condamne le principe du veto et refuse d'en miser contre le Mali. Écoutez-le répondre à une question posée par un journaliste de Radio Mali, invité à sa première conférence de presse moins de 3 semaines après son avènement au pouvoir. Fona Mathieu connaît Radio Mali. Monsieur le Président, nous avons lu dans une de vos interviews à nos confrères d'Afrique-Asie que, en votre réponse à la question conflit malien, vous avez répondu « connaît pas ». Est-ce que vous voulez dire que ce problème a été réglé, ce problème frontalier, ou bien qu'il sera bientôt réglé? Comment? Est-ce que vous connaissez un conflit entre le peuple voltaïque et le peuple malien? Courageuse position, dira Bamako, qui traduit un nouvel esprit et une volonté de rapprochement vis-à-vis du peuple malien. Mais le général Moussa Traoré reste plus nuancé, voire plus prudent, sur la question du litige frontalier. Est-ce un drame d'avoir un litige frontalier? Le drame serait de ne pas pouvoir parvenir à un accord. Voilà ce que je peux vous dire de ce litige frontalier qui a opposé, et peut-être qui oppose, le Mali et la Haute-Volta. Visiblement, les deux hommes d'État ont deux approches différentes qui expliqueront peut-être les fondements de ce que l'on appellera la guerre de Noël. Cette volonté de ne pas dramatiser ce différend frontalier est matérialisée par la première visite à l'étranger du président Sankara. Cette visite est consacrée au Mali 43 jours seulement après l'avènement de la révolution à Ouagadougou.
Un choix auquel le gouvernement malien a été sensible, si on en croit le général Moussa Traoré. Nous sommes très flattés que notre frère et ami, le président Thomas Sankara, ait choisi la terre africaine du Mali pour effectuer sa première prise de contact à l'extérieur. D'autres rencontres auront lieu entre les deux hommes d'État à Bamako, rencontres officielles et privées. Alors, d'où vient le conflit armé après tant de rapprochements et de volonté de concertation? Il découle d'abord du tracé des frontières, hérité de la colonisation française. Depuis novembre 1961, début du litige, la position du Burkina Faso est claire et constante. La frontière est celle décrite dans les textes officiels, fixant les limites entre les anciennes colonies de la Haute-Volta et du Niger du 31 août 1927. Cette frontière, ici matérialisée en rouge, figure sur la vingtaine de cartes établies entre 1911 et 1960. C'est la même frontière qui est représentée sur la carte que vous voyez, très rouge aux lignes supérieures, au 1/200 millième édité en 1960 par l'Institut géographique national de France. C'est sur cette base que les deux pays ont librement reconnu entre 1964 et 1968 les tracés de leurs frontières communes sur près de 1000 km sur un total de 1296 km. Apparemment, c'est la seule frontière héritée de la même colonisation française au moment des indépendances politiques de 1960. Les autorités de Bamako estiment que le tracé dont il est question n'est pas conforme à leur interprétation des limites territoriales de leur pays. Elles proposent trois tracés différents entre 1972 et 1984, matérialisés sur cette carte par les cartographes burkinabés. La partie malienne appuie ses propositions sur une délimitation administrative de 1935, antérieure donc à la reconstitution de la Haute-Volta. Pour comprendre le point de vue malien, il faut remonter le cours de l'histoire. Entre 1932 et 1947, la Haute-Volta dans ses limites actuelles n'existait pas. Un décret du 5 septembre 1932 l'avait supprimé et avait réparti le territoire de Haute-Volta entre les colonies du Niger, du Soudan français, Mali aujourd'hui, et de la Côte d'Ivoire. La Haute-Volta sera rétablie plus tard par la loi numéro 47, 17007, du 4 septembre 1947, je cite, dans les limites qui étaient celles de l'ancienne colonie de la Haute-Volta, à la date du 5 septembre 1932, fin de citation. Confère article 2, alinéa 2 de la dite loi. Dans ces conditions, les modifications administratives intervenues au cours de la période 1932-1947 dans la partie dévolue au Soudan français, de même que dans les parties héritées par les colonies du Niger et de la Côte d'Ivoire, ne sauraient être prises en considération. Mais pour les autorités maliennes, ce découpage n'est pas acceptable parce qu'il remet en cause l'unité administrative de l'ancien Soudan français qui englobait la région du cours d'eau du Béli. Selon cette thèse malienne, l'unique cours d'eau de la région doit être forcément et naturellement la frontière entre le Mali et le Burkina. En novembre 1985, des faits regrettables vont se produire en territoire burkinabé, provoquant de part et d'autre irritation, colère et finalement affrontement. Le 23 novembre 1985 donc, un meurtre est commis à Kounia, au Burkina, apparemment par des forces maliennes. Protestation discrète du gouvernement burkinabé. 3 jours plus tard, 4 militaires maliens rançonnent des populations dans la même localité, entraînant de nouveau une protestation des autorités burkinabées. En prévision d'un recensement général de la population burkinabé, Ouagadougou informe les gouvernements des pays voisins de son intention, y compris le gouvernement du Mali.
officiellement, celui-ci n'exprimera aucune opposition et observe le silence. Pour Ouagadougou, la cause du recensement est donc entendue. Le 10 décembre, début des opérations de recensement. 2 jours après, des militaires maliens sont pris à Selba, en territoire burkinabé, venus probablement pour y effectuer une mission de reconnaissance. Ils sont arrêtés et reconduits simplement à la frontière. Et un détachement militaire et CDR est envoyé par le Burkina à Djinunga, Kounia et Selba pour assurer la sécurité des agents recenseurs. Les autorités maliennes interprètent cet acte comme une occupation de 4 villages maliens par le Burkina. Pourtant, sur les cartes géographiques des 2 pays, seul Douna est situé en territoire malien. Ce village du reste n'a jamais été contesté ni occupé par le Burkina. Pour Bamako, le recensement des Burkinabés habitant les 3 villages contestés par lui est une provocation pure et simple. Et pourtant, le ministre burkinabé des Relations extérieures, devant les diplomates et les journalistes étrangers, n'est pas de cet avis. Je vais vous montrer le village dont il est en question dans les communiqués, dans les déclarations. Il s'agit de Djinunga, de Kounia et de Selba. Pour nous, le village de Douna est et reste un village malien, un territoire malien. Cela est tellement évident que nous n'avons pas besoin de faire une démonstration quelconque. Une frontière existe bel et bien. Il ne s'agit pas d'un pays, mais de 2 pays. Quand on parle de 2 pays, c'est qu'il y a une frontière au moins, et c'est celle-là. Invoquant la présence de militaires burkinabés dans les villages contestés, le général Moussa Traoré parle d'agression et en alerte l'opinion internationale. Réagissant à cette campagne de dramatisation, le président Sankara rappelle ses soldats de la frontière nord et en informe aussitôt plusieurs chefs d'État parmi lesquels François Mitterrand de France, Chedli Benjedid d'Algérie, Abdou Diouf du Sénégal, Moussa Traoré du Mali, les États voisins du Burkina et j'en passe. Une commission africaine est même invitée par les autorités de Ouagadougou à se rendre sur les lieux pour constater l'effectivité du retrait des troupes burkinabées. Date prévue pour cette mission, le 26 décembre. Dès lors, à Bamako, on affirme que l'armée malienne a fait son devoir et pourtant, aucun affrontement n'avait eu lieu entre les 2 armées. L'escalade verbale monte de part et d'autre. Et dès le 25 décembre, profitant du climat de fête, très tôt le matin, l'armée de l'air du Mali bombarde les villes de Djibo, Nassundou et Waïbia, tandis qu'un détachement militaire investit le village de Djinunga, toutes des localités situées en territoire burkinabé internationalement reconnu. C'est le début de la guerre, une guerre qui durera 6 jours. Bilan des bombardements aériens, 11 morts et de nombreux blessés, essentiellement des femmes et des enfants, qui se demandent sans pouvoir comprendre comment des Maliens peut-il accepter de leur imposer une violence quand ils n'ont rien fait pour la mériter. Ici, à l'hôpital de Waïbia, où l'organisation de secours a été efficace, des blessés racontent le drame qu'ils ont vécu. Un autre témoignage traduit l'effet de surprise. Je m'apprêtais à cette nouvelle tout simplement, et à 9h15 nous avons donc eu l'aviation qui est passée, et très vite, il y a été un moment où nous étions d'ailleurs ensemble. Nous sommes donc venus à l'hôpital en sachant très bien ce qui nous attendait, de façon plus ou moins directe, et effectivement nous avons pu constater l'arrivée sur des voitures privées d'ailleurs à ce moment-là, d'enfants notamment qui étaient blessés, voire décédés lors de la seconde attaque, où l'ampleur des dégâts était déjà plus conséquente, quoique limitée, ça aurait pu être pire. Étant donné aussi le caractère contendant des objets,
il s'agissait essentiellement de projectiles à fragmentation, donc qui avait une finalité antipersonnelle nette. Je dirais qu'à ce moment-là, les gens quand même ont commencé à se poser des questions. Et en Afrique, je crois que la notion de famille prime, et donc il est bien évident que non d'un individu, on cherchait à, pas fuir, mais à quitter Waïgouya, non pas quitter pour quitter, mais quitter pour protéger leur famille, ce qui me semble être tout à fait naturel et logique.